Yorana, Anege et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'avenir des magazines en Polynésie française. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er janvier 2025, la presse nationale et internationale n'est plus disponible dans nos kiosques. Et cette réalité pose la question de l'avenir de nos magazines. Pour nous en parler, nous recevons Sarah Moux, directrice de publication de Fénois Communication Yorana. Yorana. Dominique Morvan, rédactrice en chef du Dixit, Yorana. Yorana. Laurent Dufy, directeur de la maison d'édition Fénois-Dil. Yorana. Et enfin, Patrick Soro, qui est co-gérant de Tahiti Magazine. Yorana. Alors, on va commencer déjà, pour commencer notre émission, à s'attaquer à l'historique. Comment ça a commencé le Hiné, par exemple, si on se tourne vers toi, Sarah? Alors, le Hiné Magazine va bientôt fêter ses 10 ans, cette année, fin d'année. Ça a été à l'origine une idée de mon père. Ce n'était pas mon idée, contrairement à ce que tout le monde pense. C'était mon père. Je pense qu'il s'est fait inspirer par ma maman qui adore les magazines féminins et donc qui tous les mois achetait le magazine concurrent. Et donc, il y a 10 ans de ça, mon père m'a dit un jour « Et pourquoi on ne ferait pas un magazine féminin ?» Et donc, il m'a dit, je te mets en charge de choisir les personnes avec qui tu souhaites travailler pour monter ce magazine. Et donc, l'histoire de Hiné est partie de là. C'est un peu entre guillemets, une histoire d'amour finalement. L'amour pour le magazine, l'amour qui en a résulté finalement le Hiné. C'est un peu comme ça que ça a vu le jour? Alors, non, pas tout à fait, parce que quand j'ai commencé, je n'y connaissais rien, pour vraiment être honnête avec toi. Et donc, ça a été vraiment un challenge, un défi. Que je pense que j'ai su relever, puisque Hiné a vraiment un succès aujourd'hui qui est indéniable. Et oui, effectivement, je me suis amourachée de ce travail, puisque j'ai vraiment aimé chaque numéro, c'est fait avec amour, avec passion, et toutes les personnes avec qui je travaille depuis 10 ans maintenant sont toujours les mêmes, et on est tous à fond sur chaque numéro que nous réalisons. Laurent, de ton côté, un peu la même question pour la maison d'édition Fénois-Dil. Donc, il y a tout ce qui est paru vendu, maison du Fénois, Fénois Orama, économie polynésienne. Comment est-ce que ça a vu le jour? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour se dire je vais ouvrir tel ou tel magazine? Oui, il y a eu plusieurs raisons selon les magazines. Il y a eu parfois d'ailleurs une raison peut-être politique, où on voyait qu'il y avait des subventions possibles sur des sujets que le gouvernement voulait porter. Donc, on a pu développer comme ça le Honoité, qui est un magazine de la formation professionnelle. D'autres magazines ont vu le jour par amour d'une thématique, comme le magazine féminin, parce que nous, on a le Fénois Orama qui a fêté son numéro 300 en janvier. Ah oui, déjà? Ouais. Donc, c'est pas rien. Donc, celui-là existe depuis très longtemps. Alors, on n'en est pas, nous, à l'origine avec Fénois-Dil, puisqu'on a racheté le titre à la dépêche au moment où la société, malheureusement, a été placée en liquidation judiciaire. Donc, on a pu racheter le Tiki Mag, le Fénois Orama et le Maison du Fénois. Sur le Tiki Mag, pour le citer, c'est un magazine qui existait depuis très longtemps, qui était un hebdomadaire qui donnait le programme télé. C'est vrai que je le regardais quand j'étais petit. Donc, celui-ci était vraiment très, très ancien. Et on a dû, malheureusement, l'arrêter. Tu vois, par exemple. Donc, Genèse, des fois, il faut savoir arrêter un magazine. Bien sûr, il y a des raisons économiques derrière. Donc, on fait des analyses sur l'argent que peut ramener un magazine, sur les charges associées à chaque édition. Parce que faire un magazine, c'est quelque chose qui est quand même assez coûteux, qui mobilise beaucoup de gens. On essaye de faire des travaux de qualité. Forcément, ça a un coût. Et donc, parfois, pour sauver d'autres magazines, il a fallu, là, par exemple, arrêter le Tiki Mag il y a 1 an. D'accord. Alors, on parlera de tout cet aspect économique, finalement, tous les changements que ça a pu engendrer, parce que l'arrivée du digital, vous vous en doutez bien, ça a créé des changements dans ce domaine. Patrick, au début, quand on parle de magazine, quand on n'est pas familiarisé avec le domaine, on se dit qu'il doit y en avoir 3, 4 sur le territoire, mais finalement, on peut le voir sur notre plateau. Il y en a plein. Et si on parle de Tahiti Magazine, il y a le Tam-A, le Puirava, le Reva Tahiti, le Tahiti Time. Pareil, comment est-ce que ça a commencé l'aventure pour toi? Moi, je suis venu en Polynésie pour créer l'ancêtre de Tahiti Info, qui s'appelait à l'époque Fénois Info. Et j'avais créé à l'époque, en 2006, quand j'arrive, j'avais dans l'idée de créer un pôle de presse. Et dans ce pôle de presse, il y avait bien sûr les magazines. 2 ans après, on est en pleine crise des subprimes. On se retrouve avec énormément de difficultés économiques, doublées d'une instabilité au Fénois qui était chronique.
impossible de travailler dans la sérénité, des entreprises sont fragilisées, donc ce groupe de presse n'a pas vu le jour. En 2010, je ne suis plus à Fénois Info, mais je travaille toujours à l'idée des magazines, puisque je viens de ce monde-là. Moi, en France, je travaillais dans un gros groupe magazine qui s'appelait France Territoire. Et en 2010, je crois, je présente à Dominique ici présente le Tam A dans sa toute première version, et j'avais cette idée de faire ce magazine gastronomique. Et Do me dit, mais vu le contexte économique aujourd'hui, ça risque de ne pas marcher, ce serait dommage. Garde-le sous le coude et puis tu verras dans quelques années. Et puis 2015 est arrivé, la relance économique, la nouvelle stabilité. Moi, les magazines toujours dans ma tête. Et à l'époque, je faisais un doctorat sur la perle de Tahiti, ce qui expliquera la naissance de Poerava. Et puis voilà, j'ai décidé en 2017 de le lancer. J'avais fait quelques mois la direction de la Dépêche, mais manifestement, c'était impossible à redresser. Les personnes étaient ultra compétentes, mais il n'y avait pas d'homme de presse à la tête, malheureusement. Il y avait un investisseur qui était dépassé par l'idée même de ce qu'était ce groupe de presse. Donc la relance était très, très compliquée et s'est avéré impossible. Et voilà, et donc j'ai lancé le Tam A en 2017. Il a été suivi très rapidement en 2018 par Investir à Tahiti, un magazine sur l'investissement et l'innovation. Ensuite, Poerava en 2019, la culture et les garçons avec Instantané. Et puis, la fédération de golf n'avait pas de magazine. Je trouvais ça intéressant parce qu'il y a un aspect à la fois sportif et touristique de créer un magazine de liaison pour les golfeurs. Le Tahiti Time est né à ce moment-là. Et puis ensuite, on enchaîne avec des opportunités de développement et puis des niches. Alors, quand on vient de la presse quotidienne, on ne les voit pas forcément. Quand on vient de la presse magazine et de l'édition de magazine, on perçoit des sujets qui peuvent donner lieu à la création d'un support. Et on va terminer notre tour de table avec Dominique, du coup. Comment ça a commencé le Dixit qui fête ses 33 ans, si je ne me trompe pas, cette année? Oui, alors en termes de magazine, ça a commencé bien avant. En 88, avec mon associé, on a créé le guide Faré, puis Tamari, le guide des restaurants Meitei. Donc, en fait, on était le seul pôle de magazine à l'époque. C'est pour ça que je connais un peu tout le monde, puisque je vous ai tous croisés dans le monde de l'édition ou à l'imprimerie, par exemple. Et en fait, on s'est spécialisé dans les annuels. C'était confortable parce qu'on pouvait, au cours d'une année, avec une équipe, faire 7 magazines. Alors, le Dixit, lui aussi, c'est un annuel et il a été créé par la Jeune Chambre économique. Et il avait une allure un peu d'annuaire, c'était pas très joli, quoi. Donc, comme je venais de la presse, je suis journaliste de formation, je l'ai racheté en 95. C'est pour ça que, en fait, pour nous, pour Créaprint, c'est 30 ans. Et on l'a complètement relooké en se basant sur des magazines comme l'Expansion, et surtout avec cet insert des 200 premières entreprises. C'est un énorme travail puisqu'on va contacter toutes les entreprises pour demander leur chiffre d'affaires en s'appuyant quand même sur la base des déclarations fiscales. C'est important. Et leur effectif. Donc, ce tableau des 200 premières entreprises, je dirais que c'est le cœur du Dixit. Et puis, autour, il y a des articles chaque année qu'on va renouveler, suivant les tendances. On a la chance, en un an, de voir les tendances se dessiner. Et c'est ça qui est intéressant. Comment est-ce que vous faites pour choisir les différents sujets? Bon, bien sûr, il y a des sujets bien spécifiques à chaque magazine, que ce soit les hommes, les femmes, la nourriture, le golf, la perle, etc. Mais Sarah, je me tourne vers toi. Comment est-ce qu'on choisit que tel ou tel article est pertinent dans son magazine? Alors c'est simple, généralement on a des réunions de rédaction où nous discutons ça avec les journalistes patentés et chacun donne ses idées. Et on se penche généralement sur les sujets que les femmes affectionnent particulièrement ou bien des problématiques comme par exemple la ménopause, l'endométriose. Et à côté de ça, on suit également les tendances. Tendances qu'il y a... Oui, comme vient de le dire Dominique, mais je vais juste revenir sur la ménopause et l'endométriose. Ce sont des sujets qui parfois peuvent sembler tabous. Ça permet de lever le voile sur des sujets qui peuvent paraître intéressants pour le public polynésien? Alors oui, parce qu'on a commencé à le faire et on a eu beaucoup de retours. C'est-à-dire que les lectrices nous contactaient par mail pour nous remercier qu'elles avaient trouvé le sujet intéressant. Il y en a qui prennent conscience. Donc, nous, les sujets tabous, on les fait parce qu'on pense que c'est important.
que les femmes lisent parce qu'il y en a qui sont forcément peut-être pas informées de certains problèmes que rencontrent les femmes. Donc, c'est vraiment un tour de table où chacun donne les idées et on est vraiment tourné, on pense vraiment aux femmes, qu'est-ce qu'elles souhaitent lire dans le magazine quand elles l'achètent. Alors là, on parle des magazines donc, qui sont dédiés aux femmes, donc celui du Hiné. Mais si je me tourne vers toi, Patrick, est-ce qu'on a le profil type d'une personne... pardon, Patrick, oui, effectivement. Est-ce qu'on a le profil type d'une personne qui va consommer un magazine, quel qu'il soit? On travaille sur des magazines qui font partie des grandes tendances de la presse magazine. Donc, on est sur des thématiques qui sont reconnues pour intéresser les gens. En France, l'année dernière, je crois qu'il y a eu 300 créations de titres et qu'il y en a déjà une vingtaine de milliers. C'est colossal, la presse magazine. Elle a ce double impératif d'informer, de parler de sujets qui intéressent la population et de d'étendre en même temps. Donc, il y a beaucoup de choix de lecture et donc on trouve notre lectorat assez facilement. Quand on parle de la gastronomie, par exemple, nous, on suit notre ligne éditoriale, on l'enrichit de tout un tas de portraits. Quand on fait un ou deux portraits sur Ayatea, vous pouvez être sûr qu'on fait du réassort 6 fois sur Ayatea. On trouve notre lectorat très vite. Quand on travaille sur l'identité alimentaire des Maoris, il est évident qu'on va trouver notre lectorat. La pertinence des sujets conduit à trouver ses lecteurs et bien évidemment, ensuite, plus généralement, c'est la thématique du magazine qui les trouve et sa beauté, son esthétique. C'est important d'avoir une belle couve. Et maintenant, je me tourne vers la bonne personne, Laurent. Vis-à-vis de ces sujets-là, est-ce que l'on met en priorité ses envies personnelles, on a envie de parler de telle chose dans ce magazine, ou est-ce qu'on s'adapte justement aux différents profils de ces consommateurs? On s'adapte, forcément, on essaye d'avoir des lecteurs, des lectrices, c'est le plus important. Moi, ça ne tiendrait qu'à moi, j'aurais déjà un magazine sur la moto ici, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, je sens bien que je suis sur une niche trop petite pour que ça puisse intéresser les gens. Donc non, on est bien entendu sur des sujets porteurs. Par exemple, le Phénoorama qu'on édite, et qui est un magazine féminin, on s'est posé la question en 2024 et en début de 2025 de savoir ce qui justement pouvait intéresser les lecteurs et les lectrices. Donc on a lancé une grande étude justement sur à la fois la couverture, à la fois les thématiques abordées dans le magazine avec les différentes rubriques qu'on avait déjà dans le magazine et qu'on pouvait éventuellement rajouter. Et donc on pose la question à nos lectrices, pour le coup, c'est plutôt féminin, déjà de savoir qui elles sont. Et c'était une question que tu avais. Donc nous, par exemple, le Phénoorama, c'est plutôt 35-55 ans, plutôt féminin. Et donc, on essaye en permanence de s'adapter, de se renouveler et de proposer du contenu intéressant, adapté aux besoins. On essaye aussi de capter l'attention des gens qui ne sont pas encore lecteurs, ce qui n'est pas évident, surtout à l'heure du digital. Et pour parler des jeunes générations, parce que la difficulté, elle est là, le challenge, il est là. Donc on essaye un petit peu d'intéresser les gens et puis bien sûr on surfe à la fois sur des sujets d'actualité qui traversent la Polynésie et des sujets de fond. Intéresser les gens, donc attirer les personnes à venir lire votre magazine, on y vient tout de suite. Mais avant, je me tourne vers toi Dominique, ça a évolué depuis toutes ces années, ces différents profils, ces différentes envies, ces différents modes de consommation? Alors nous, on a remarqué qu'on a un public très large en fait. On pourrait imaginer que le Dixit, ça va intéresser les gens qui sont déjà dans le travail ou, disons, les cadres supérieurs. Non, pas du tout. D'abord, les étudiants en ont besoin. La plupart du temps, j'ai vu dans votre équipe une ancienne étudiante, ils se servent du Dixit aussi pour faire leur travail. Il y a les jeunes qui cherchent du travail, puisque à la fin du Dixit, il y a la liste des 200 premières entreprises avec les coordonnées. Et tout simplement, je me suis aperçue que les gens veulent comprendre l'économie du pays. Ils veulent comprendre. Donc, toutes sortes de personnes achètent le Dixit et c'est toujours un plaisir de rencontrer un lecteur il vient vers moi parce qu'au bout de quelques années maintenant, je suis un peu identifiée Madame Dixit et je suis toujours étonnée de voir quel article ils vont choisir. C'est très gratifiant en fait. Finalement, attirer le public, ça se fait entre guillemets un peu naturellement en fonction des différents sujets qui vont être diffusés? En fait, il faut se dire que les gens sont curieux de s'informer, de comprendre, d'apprendre aussi tout simplement. Et donc, il faut pas essayer, pour nous en tous les cas, d'être trop
sur des cibles. Idem pour les guides. Un guide Faré, nous, toute personne qui veut acheter, qui veut construire, qui veut rénover, qui veut faire du jardinage, c'est très large comme cible. Patrick, il y a quand même eu un changement en 2020, on le sait, il y a eu le Covid. Donc, quels sont les changements que ça a pu apporter vis-à-vis de ce domaine qui est les magazines? Alors moi je parle pour ceux de l'agence Smile, on a inversé catégoriquement en 2020 la consommation numérique et la consommation papier. Mais ça a été flagrant. D'abord, pendant les mois de confinement, on n'a pas pu livrer. On avait lancé une grande campagne de communication sur le Poerava en début mars avec des panneaux qui sont restés 1 an. C'est très bien pour nous, mais il n'y avait pas de magazine en kiosque, donc ça ne servait pas à grand-chose. Et on a par contre pris le pli immédiat de faire en fait ce qu'on laissait un peu de côté, c'est-à-dire l'animation numérique à ce moment-là. Et donc on a vraiment développé le site internet, et c'est à partir de 2021 que moi j'ai commencé à faire les grands salons d'éditeurs pour essayer de comprendre l'interaction entre le numérique et le papier, parce que c'est des questions que se posaient déjà les grands éditeurs de magazines sur l'Europe et les États-Unis. Et à partir de ce moment-là, ce sont devenus ces salons, des rendez-vous très réguliers où les tendances se dégagent et où en fait on se rend compte que la presse magazine, qui était résumée peut-être jusqu'en 2020 à de la presse papier, le support papier est devenu un élément d'un écosystème magazine qui dépasse largement l'imprimé. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui pour continuer à vivre et continuer le papier. Sarah, je me tourne vers toi justement pour te poser un petit peu la même question. Comment est-ce qu'on s'adapte à cette différence? Le Covid n'est venu finalement qu'accélérer, je suppose, un peu le processus, mais aujourd'hui, il faut que la partie digitale fasse partie d'un ensemble, comme vient de le dire Patrick. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Patrick. Nous, au début, notre site internet, quand nous avons lancé Hiné, était qu'un élément accessoire au magazine. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer le site internet. Et je pense que d'ici 2-3 ans, le site va détrôner le format papier, parce que c'est vrai que depuis le Covid, on a eu un énorme impact. On l'a senti dans les chiffres. Il y a beaucoup de magasins qui étaient nos annonceurs qui ont fermé, des bijouteries, des magasins de vêtements. Et même parmi nos plus gros annonceurs, ils ont drastiquement diminué leur budget qu'ils mettaient annuellement. Donc c'est vrai que depuis 2020, c'est vraiment à 2020 qu'on a ressenti un impact dans les chiffres. Et donc là, à partir de 2020, j'ai dû commencer à réfléchir sur d'autres axes de développement pour venir compléter le magazine. Et donc, un de ces actes est effectivement le format numérique, le site, où là, on est en train de propulser le site du magazine en mettant beaucoup plus de contenu. Nous allons commencer à vendre les espaces sur le site, nous allons faire des vidéos. Il va falloir trouver évidemment d'autres choses pour compléter le format papier, ça c'est sûr. Et puis, un événement qui s'est passé il n'y a pas longtemps, qui vient encore plus accentuer, je suppose, les difficultés de ce domaine, Laurent, c'est que depuis le 1er janvier 2025, c'est la fin de l'importation. Alors, on parle de la presse nationale et internationale, mais je suppose que ça doit avoir un impact sur vos créations finalement. Un impact plutôt positif. Oui. Plutôt positif parce que ça fait 2 mois qu'on se rend compte qu'on ne tire pas assez de magazines qui se sont retrouvés vendus comme des petits pains, et on n'avait peut-être pas assez anticipé l'impact que cela aurait, cet arrêt de la presse nationale et internationale dans nos bacs ici. Donc les gens ont encore envie de lire, et moi je trouve ça super positif. Les gens ont besoin de magazines papier. Bien entendu qu'on se tourne vers le digital, bien entendu qu'il faut aujourd'hui une plurimodalité des canaux de diffusion. Néanmoins, je suis moi très heureux de voir que le papier a vraiment encore de l'avenir. Et en fait, on réaugmente nos tirages actuellement, et sur les futurs magazines qui vont sortir à partir du mois prochain, on va devoir donc réaugmenter le nombre d'exemplaires imprimés pour satisfaire la demande, ce qui est pour moi une très bonne chose. Sarah nous parlait des annonceurs juste avant, donc ça veut dire que ça peut avoir aussi un impact positif sur les différentes annonces, les différentes publicités que vous allez mettre dans les différents magazines que vous produisez. Bien sûr, parce qu'un magazine, pour un lecteur, une lectrice, c'est un support papier avec dedans des informations qui l'intéressent, et presque parfois il peut ne pas se rendre compte de ce qui fait réellement vivre le magazine. Et en fait, c'est la vente du magazine lui-même, mais c'est aussi beaucoup la publicité qu'on y trouve. Nous, aujourd'hui, quand on est une maison d'édition, on fait énormément de choses dont les lecteurs, les lectrices ne se rendent pas compte forcément, dans le montage du magazine, et surtout dans la partie régie publicitaire. Il faut aller capter l'attention des gens.
Et bien sûr que les annonceurs ne trouveront un débouché intéressant dans ces magazines que s'ils sont lus, partagés, s'ils passent de main en main, et si donc ils sont vivants. Dominique, tu penses alors que le format papier a encore sa place dans le paysage médiatique polynésien? Complètement, complètement. Pour rebondir sur ce que disait Laurent, nous, on propose beaucoup dans le Dixit des publi-reportages, qui est une forme de publicité, mais qui est différente dans le sens où les entreprises disent « venez et parlez de nous avec votre langage de journaliste et mettez-nous en valeur ». En fait, c'est très intéressant. Moi, je trouve que les publi-reportages, aujourd'hui, sont quasiment de la même qualité qu'un article. Et donc, ça nous permet évidemment de vivre, hein, d'avoir de la publicité. Et pour rebondir aussi sur l'arrêt de la presse nationale, il y a une presse qui marchait très très bien, c'était la presse des mots croisés de tous les jeux, Sudoku et tout ça. Donc, ça laisse la place pour un nouveau magazine, Patrick. Exact. Patrick, quand je te laisse continuer. En fait, en 2023, on a suivi les différentes tendances sur la consommation de magazines et sur des crises ou des débuts de crise qui pouvaient toucher certains secteurs. Je sais qu'en Europe notamment, la presse féminine est impactée et elle est en train de se réinventer d'une façon assez spectaculaire. Et puis, moi, j'ai été attentif à cette presse qu'on appelle la presse ludique, qui fait plus d'un tiers des ventes aujourd'hui dans les kiosques et les grandes surfaces, en tout cas en France. C'est dans tous les pays francophones en général. Et j'ai regardé aussi les tendances sur la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. C'est assez affolant. Et j'avais dans l'idée de me dire de faire ce magazine de jeux, encore fallait-il qu'il trouve sa place. Et quand la mauvaise nouvelle, parce que ça reste une mauvaise nouvelle, hein, que la presse internationale et nationale ait disparu des kiosques, il y avait effectivement cette place à prendre pour un besoin qui est très identifié. Il y a beaucoup de gens qui sont allés voir les différents distributeurs de presse en leur disant « mais j'ai plus de jeux, quoi ». Et donc c'est quelque chose qui va voir le jour prochainement? Il est là, c'est le Beach Time, à toi de jouer, c'est le premier numéro. Alors c'est un numéro avec une multitude de jeux différents. Et puis on a fait tous les spin-offs de ce magazine thématique. Donc il y a les mots mêlés qui arrivent, les mots fléchés aussi, les sudoku, parce qu'il y a des gens qui ont envie de faire que des sudoku. Et je peux comprendre. Et en revanche, nous, on a quand même une obligation, je pense, par rapport à la Polynésie française, c'est de mettre en valeur notre territoire en permanence. Donc ce jeu Beach Time, ce n'est pas des jeux qu'on a pris sur des sites internet en métropole. On les a créés ici. Il doit y avoir plus de 500 mots en Reo-Maori avec des jeux, des énigmes qui mettent en valeur la culture polynésienne. C'est la moindre des choses. Et y compris dans les autres, les spin-offs, il y aura toujours ces petites anecdotes, légendes, énigmes autour de la Polynésie. Les thématiques de notre émission Manava vous sont parfois utiles et pour le coup ça va m'être utile, je vais en acheter un pour pouvoir le donner à ma grand-mère. Bonjour Mamouné. Mais on va pouvoir terminer déjà notre émission surtout sur un mot, Dominique. Le magazine papier est pas encore mort et encore vivant si on utilise les bons termes. Oui, vraiment, il est très vivant. Tu vois, pour la presse magazine destinée aux femmes, moi je préfère de loin voir les tendances de vêtements, de maquillage sur du papier glacé que sur un écran. C'est évident. Et quand j'ai enseigné à l'université l'écriture journalistique, les étudiants me disaient « Ah non, nous, on préfère le papier, de loin », alors qu'ils sont évidemment tout le temps sur leur téléphone ou leur tablette. Voilà. Donc, Sarah, un bel avenir pour la presse magazine, les magazines en Polynésie? Oui, je rejoins Dominique sur ce point. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, la presse papier n'est pas morte. Certes, c'est un vrai challenge pour nous aujourd'hui. C'est un secteur qui est en difficulté, mais je suis tout à fait d'accord avec Dominique, ce secteur n'est pas mort. Et aujourd'hui, on se bat pour justement cette catégorie de personnes qui aiment avoir leur papier, leur journal, leur magazine dans les mains, le feuilleter. C'est autre que sur une tablette. Je pense, juste avant d'oublier, il faut vraiment qu'on remercie nos distributeurs de magazines. Que ce soit les kiosques, que ce soit les librairies et que ce soit les moyennes et grandes surfaces, parce que s'ils ne sont pas là, on ne peut plus les mettre en valeur. Et c'est très important. Il y a des kiosques à Papeete notamment qui se sont retrouvés avec 200 titres de presse en moins, qui ont réorganisé leur facing, qui nous mettent en valeur d'une façon inespérée pour nous bien sûr, mais qui se réinventent et qui nous favorisent. Donc merci à eux parce que sinon la presse papier elle est morte s'ils ne sont pas là.
Alors souvenez-vous de toutes les fois où vous prenez des magazines, que ce soit par plaisir ou même parfois dans des salles d'attente ou quand on est dans la voiture. Moi, ça me rappelle des bons souvenirs. Et n'hésitez pas à soutenir justement tout ce domaine des magazines. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'être venus sur notre émission. Merci. Les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, très bonne soirée à vous. Bon appétit si vous êtes à table. Maruru itotatu faririra trahoma parhena.